la piscine ne sert plus que de bassin pour les chèvres. Dans les années 80, ce club sportif était le haut lieu de la vie sociale de Pomfret, une ex-base militaire sud-africaine. Ici, il y avait des cours de tennis, une piscine, beaucoup de choses, un club de gym et même un bar. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines pillées par les hommes et envahies par la nature. Mais 3000 habitants vivent encore ici, des vétérans et leurs familles. José Lourenço a été soldat pour l'armée de l'apartheid. Séduit comme beaucoup d'autres Angolais par la perspective d'un salaire et d'un avenir en Afrique du Sud, il a combattu avec le bataillon 32 aux côtés des Blancs, en Namibie et en Angola pendant la guerre froide. Si on retourne en Angola, ils nous diront « Vous nous avez tués, vous vous êtes battus contre votre pays, retournez en Afrique du Sud ». Mais en Afrique du Sud, ils disent « Vous êtes des ennemis, retournez en Angola ». En 1993, le bataillon est démantelé. Beaucoup de harkis angolais quittent l'uniforme en échange d'un pécule de 30 000 €. Puis dans les années 2000, le gouvernement décide de fermer la base. Les services publics désertent les lieux, l'eau ne coule plus qu'une fois par semaine et l'électricité a été coupée il y a 3 ans. Mais un noyau dur refuse de partir. J'adore cet endroit, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que se trouve l'histoire de nos pères. C'est pour ça que nous ne voulons pas partir. Il faut juste qu'ils nous remettent l'électricité. C'est tout ce que nous voulons. Fils de vétéran, Makamba vit de petits boulots rares et saisonniers hors du village. Dans les familles, le portugais est resté la langue principale et les jeunes désespèrent. Rester ici ne sert à rien. Sans l'électricité, ce n'est pas vivable. Après mon bac, il faudra vraiment que je parte. Mais la plupart des habitants continuent de s'accrocher aux promesses d'un gouvernement d'une époque révolue. Eux ne partiront pas. Si l'ANC veut conserver sa domination dans la société, il est absolument impératif d'agir vite et fort pour faire en sorte que nous ne devenions jamais un État mafia. Ainsi s'exprimait ce dimanche le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'un discours télévisé à Rustenburg. Très critique envers le président Jacob Zuma, il a également plaidé pour une enquête sur les affaires de corruption au sommet de l'État. Depuis quelques mois, Cyril Ramaphosa a multiplié les sorties contre le chef de l'État, mis en cause dans une série de scandales politico-financiers, notamment après le remaniement controversé qui a coûté fin mars sa place au respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan. En effet, le limogeage de ce dernier a provoqué la dégradation de l'Afrique du Sud par 2 agences de notation financière et plongé des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de plusieurs villes du pays pour exiger la démission de Jacob Zuma. De son côté, l'opposition a aussi déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président qui doit être examinée dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, en décembre prochain, l'ANC parti au pouvoir doit élire le successeur de Jacob Zuma en vue des élections générales de 2019 et Cyril Ramaphosa est l'un des principaux candidats. Pour montrer leur mécontentement face à l'installation d'une nouvelle société chinoise de traitement de produits halieutiques, les jeunes de Goujour et de Katong ont organisé une manifestation ce dimanche. Les manifestants réclament une étude d'impact environnemental sur la création de l'usine en question. En effet, selon Moustapha Mané, l'un des organisateurs de la manifestation, ils ne savent rien des produits chimiques qui seront utilisés, encore moins des retombées pour la population. Pour sa part, le ministre gambien de la Pêche, James Gomez, promet d'engager un dialogue avec toutes les parties concernées par cette affaire. Signalons que dans cette zone du littoral, les populations vivent essentiellement de la pêche et du tourisme. Environ 4400 migrants ont été secourus jeudi et vendredi en Méditerranée au cours de multiples opérations coordonnées par les gardes-côtes italiens et libyens. Vendredi, 1500 personnes se trouvant sur 11 canots pneumatiques et 2 barques ont été secourues par des navires des gardes-côtes italiens, de la marine espagnole et d'une ONG allemande. Jeudi, ce sont 2900 migrants qui avaient été secourus. 2300 d'entre eux, récupérés dans les eaux internationales, ont pris le chemin de l'Italie, tandis que 580 autres, restés dans les eaux libyennes, ont été reconduits en Libye.
Depuis le début de l'année, l'Italie a vu arriver plus de 45 700 migrants sur ses côtes, soit une hausse de plus de 30% par rapport à la même période l'année dernière, selon un bilan du ministère italien de l'Intérieur qui ne prend pas en compte les migrants secourus depuis jeudi dernier. Au moins 1244 personnes ont trouvé la mort cette année au large de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, soit une moyenne d'un mort pour 39 personnes secourues. Cette équipe de la Direction générale de l'environnement du Niger, composée de plusieurs cadres des eaux et forêts, est en mission de supervision des sites de restauration écologique et de protection des écosystèmes. L'opération de réalisation des demi-lunes, œuvre de l'État et de ses partenaires, consiste à arrêter l'érosion qui a fini par ensabler le fleuve Niger. L'autre opération consiste à reboiser la ceinture verte à travers la plantation des arbres dans l'emprise de cette ceinture et de la ville de Niamey sur au moins 12 km. Le constat est plutôt satisfaisant. Pour le volet récupération des terres, les actions de récupération des terres par la confection de demi-lunes, de plantation d'arbres et d'ensemencement des herbacées ont permis de protéger les sols contre les érosions, de créer une source de revenus et d'emploi pour les ménages et d'améliorer la fertilité des sols. Par rapport aux plantations, la mission a été impressionnée par des plantations d'alignement et une plantation en bloc réalisée lors de la fête nationale de l'arbre 2016. Malgré le succès de ces opérations, des obstacles se dressent encore. Les superviseurs ont constaté la présence des animaux domestiques qui s'attaquent aux arbres, ainsi que le manque de statut foncier clair pour les sites de récupération des terres. Face à ces difficultés, les responsables de la Direction générale de l'environnement font les recommandations suivantes. Capitaliser les données des ONG et associations relatives à leur intervention dans le domaine de l'environnement. Évaluer chaque année les taux de reprise, de survie et de réussite des plans. Effectuer le regarni sur les sites traités. Évaluer chaque année la biomasse produite au niveau des sites récupérés. La réussite totale de toutes ces opérations dépend aussi, selon le service de l'environnement, de l'implication des populations qui doivent s'approprier toutes les réalisations. Les autorités camerounaises ont dévoilé les principales conclusions de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur la catastrophe de ce cas. C'est bien Camrail, filiale du groupe français Bolloré, qui est désigné comme principal responsable de la catastrophe. Et pour cause, la vitesse excessive du train, 96 km/h au lieu de 40. Le 21 octobre 2016, en effet, le déraillement d'un train de la compagnie Camrail avait fait officiellement 79 morts. 4 jours plus tard, cette commission, placée sous la direction du Premier ministre, avait été créée pour connaître l'origine du drame, évaluer sa gestion, établir les responsabilités et proposer des mesures pour que cela ne se reproduise pas. 7 mois plus tard, la présidence a diffusé les principaux éléments du rapport d'enquête et annoncé une série de mesures. Les experts parlent d'une surcharge du convoi et d'une rallonge inappropriée de la rame, d'un freinage défaillant pour certains wagons de voyageurs ainsi que pour la motrice, ou encore la non prise en compte des avertissements du conducteur. Pour la prise en charge des victimes, le président Paul Biya a proposé une enveloppe supplémentaire d'1 milliard de francs CFA. Une conférence étatique. L'initiative est du nouveau gouvernement gambien pour faire l'état des lieux de la justice et des droits de l'homme. Depuis 22 ans, la Gambie n'a jamais été aussi soucieuse des droits de l'homme, s'accorde à relever bon nombre de défenseurs des droits humains. Les prisonniers incarcérés depuis longtemps sans aucune charge ont tous été libérés. La Gambie a rejoint la Cour pénale internationale. Des avancées qui, pour la chargée de la recherche en Afrique de l'Ouest pour Amnesty International, Sabrina Martani, ne doit pas faire perdre de vue la nécessité d'en arriver à bannir au plus tôt les lois répressives et régler les travers notés au niveau d'un certain nombre d'institutions comme la police, les prisons. Autant de changements appelés en faveur des droits humains qui, pour le fondateur du mouvement, la Gambie a décidé, Salou Tal, ne doit pas se faire sans la société civile. Premier acquis dont tous se réjouissent, les Gambiens ont retrouvé leur liberté et peuvent désormais parler publiquement sans craindre d'être arrêtés.
De 88e rang en 2016, la presse togolaise occupe 86e place cette année dans le rapport mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Cette progression est le fruit des efforts des différents acteurs sur tous les plans, dira le président de l'Observatoire togolais des médias. Ça, c'est un fait notable. Maintenant, il faut encourager justement les médias, il faut encourager les journalistes à aller dans ce sens, à aller plus, justement, de manière à ce qu'on ne devienne pas des gendarmes derrière eux. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, n'a enregistré de plainte contre les professionnels des médias depuis plus d'1 an, jusqu'à la date de la célébration, le 3 mai dernier, de la Journée mondiale de la liberté de la presse au Togo. Toutefois, le président de cette institution fait un vœu. Il n'y a pas eu de couac véritable, pas seulement avec le gouvernement, mais avec les membres de la société togolaise. Que les journalistes n'aient pas été mis à l'index pour des dérapages, mais que de véritables entreprises de presse puissent naître et qu'en 2017, nous ayons parmi nous de vrais patrons de presse. Évoluant dans un cadre juridique les plus libéraux en Afrique francophone par le Code de la presse et de la communication dépénalisé depuis 2004, la presse togolaise serait mieux logée dans le rapport 2017 de Reporters sans frontières s'il n'y avait pas eu peut-être l'agression et la torture d'un journaliste et le retrait de fréquences aux médias City FM et la télévision LCF du groupe Sud Média au début de l'année par la HAC, selon le président de l'Observatoire togolais des médias. En Tunisie, le Premier ministre a affirmé ce mercredi que la Tunisie était en guerre contre la corruption après l'arrestation de plusieurs hommes d'affaires, un coup de filet qui fait espérer à beaucoup une opération main propre 6 ans après la chute de la dictature. Si la révolution de 2011 a en grande partie été motivée par le népotisme du régime de Zine El Abidine Ben Ali, la corruption reste un fléau au point d'être devenue endémique de l'aveu même de responsables. Elle est perçue comme un puissant frein à la relance économique de l'unique rescapé du printemps arabe. Dans la guerre contre la corruption, il n'y a pas de choix. C'est soit les corrompus, soit l'État. Soit les corrompus, soit la Tunisie. Et moi, comme tous les Tunisiens, j'ai choisi l'État, j'ai choisi la Tunisie. Je veux rassurer tous les Tunisiens et leur dire que le gouvernement assume ses responsabilités et va entrer dans la guerre contre la corruption jusqu'à la fin. Je demande à tous les Tunisiens dans cette guerre d'être unis et d'être tous ensemble aux côtés de la Tunisie. Au moins 5 personnes, dont plusieurs hommes d'affaires, ont été interpellées depuis mardi soir dans le pays en vertu de l'état d'urgence en vigueur depuis plus d'1 an et demi. Ils sont impliqués dans des affaires de corruption et soupçonnés de complot contre la sûreté de l'État. En cause, leur incitation et le financement présumé de mouvements de protestation à El Kamour et dans d'autres régions. La nouvelle de ces arrestations a été largement saluée dans les médias et sur les réseaux sociaux, même si certains ont espéré qu'il ne s'agisse pas de poudre aux yeux.